Bienvenue dans la deuxième partie du podcast qui parlera des raisons pour lesquelles on fait de l'art. De nos émotions à nos engagements politiques, en passant par nos lubies et nos obsessions, nous allons creuser l'art de faire de l'art. Je souhaite lever le voile sur les pratiques artistiques et le mythe de l'artiste que nous avons tous en tête. Et oui, car l'artiste comme on nous le présente partout, c'est un homme touché par la grâce divine, plutôt bougon et taciturne, qui s'enferme dans son atelier pendant des heures pour en ressortir des chefs-d'œuvre qui finiront vendus 22 millions d'euros, pour qu'enfin ton oncle sorte cette phrase mythique « Mon fils de 2 ans pourrait faire la même chose ». Alors voilà, dans cette partie, nous allons questionner le rôle de l'art dans la société et parler avec nos invités de leur façon de faire de l'art. Et pour ouvrir le bal, je reçois aujourd'hui la co-réalisatrice de ce podcast, la merveilleuse Léa Diane. Léa est une artiste aux multiples talents, elle fait de la voix off, du chant et est comédienne. En somme, c'est une interprète vocale et émotionnelle hyper active et aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son univers. Salut Léa, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va, merci. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu travailles sur quoi en ce moment ? Alors en ce moment, je travaille sur des missions de voix off, des missions en freelance. C'est-à-dire que je travaille avec des DJ, avec des chaînes YouTube, avec des radios, des gens qui ont besoin d'une voix pour présenter leur travail, présenter leurs émissions, etc. Et j'écris aussi pour ce merveilleux podcast. Et en plus de ça, j'ai ma chaîne, future chaîne YouTube qui va être avec des covers, avec des poèmes, avec plein de choses que je vais écrire. Voilà les projets qui arrivent, en plus de travailler en tant que voix off. Trop cool. Et pourquoi et pour qui tu fais de l'art ? C'est quoi tes motivations ? Pour qui je fais de l'art ? Pour moi avant tout. Je crois que c'est important d'avoir cette dimension-là et ce regard sur notre art en disant qu'on a toute la légitimité à faire ce qu'on fait en tant qu'artiste en très très général. Tout le monde peut produire quelque chose et tout le monde doit, je pense, sortir quelque chose de soi. Je trouve ça très sain. Et voilà, donc je produis de l'art pour moi, pour ma catharsis, pour écouter ma création et pour rester une enfant qui écoute son imaginaire et qui fait n'importe quoi avec des mots à la suite des autres. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Yes, trop cool. Comment tu vois ta place dans la société en tant qu'artiste ? Pour l'instant, je m'entoure de plein de personnes qui m'aident à combattre mon syndrome de l'imposteur, dont malheureusement on est majoritairement touché en tant qu'artiste et en tant que débutant, surtout quand on commence une carrière d'artiste, on se dit toujours est-ce que je ferais pas un métro boulot dodo comme tout le monde ? Non. Donc voilà, ma place en tant qu'artiste, je la trouve peu à peu grâce aux gens autour de moi qui m'aident à faire en sorte que ce qui se passe dans ma tête puisse être faisable. Et voilà, parce que travailler seul, c'est chouette, mais on a vite tendance à tourner en rond. Et à se dire ah ben ça je pourrais le sortir dans 3 semaines et faire quelque chose d'encore plus propre et c'est encore tout est perfectible et tout est voilà, alors que voilà, trouver une place dans un groupe aide à trouver sa place seule, je pense, parce que du coup ça t'aide beaucoup à te dire c'est pas parce que c'est les copains qui sont obligés de te dire waouh, c'est trop génial ce que tu fais. Justement, c'est parce qu'il y a des gens autour de toi qui eux aussi ont les mêmes craintes, ont les mêmes peurs de se dire est-ce que je suis assez, est-ce que je suis légitime, est-ce que quelqu'un n'a pas fait mieux que moi quelques années auparavant. Voilà, je pense que c'est important de trouver sa place en tant qu'artiste, de ce que tu as envie de faire, et trouver sa place par rapport à tous les autres et se laisser complété par les autres.
Ouais, et du coup, en fait, de ce que je comprends de ce que tu dis, en fait, pour pouvoir trouver ta place dans la société, il faut d'abord que tu comprennes qui tu es, en fait. Ça passe d'abord par une recherche personnelle, un développement personnel artistique, on va dire, et ensuite de s'entourer donc d'un petit groupe d'amis, et ensuite, enfin, et du coup, tout ça vient t'aider à trouver ta place dans cette société, quoi. Ouais, carrément. C'est une recherche identitaire. De toute façon, être artiste, c'est toujours une recherche identitaire. Enfin, dans mon point de vue, on peut pas faire de l'art si on ne s'écoute pas, si on ne sait pas ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qui nous inspire. Voilà, je pense que c'est hyper important en tant qu'artiste d'avoir cette connaissance-là de soi-même et de plus profondément que ça, c'est même savoir que tu vas apprendre. Enfin, être ouvert à l'apprentissage et être ouvert au changement et au fait que tes rencontres, tes contacts et les gens avec qui tu vas travailler ou les gens juste avec qui tu vas faire des buffs ou dessiner ou peu importe, vont t'apporter plein de choses et vont te faire évoluer. Voilà, mais il faut être prêt à ça, parce que ce qui est différent d'un travail normal, j'aime pas dire ça, mais ce qui est différent d'un travail où on nous dit quoi faire et où on se lève le matin, on a un planning et on a un patron, etc. C'est que du coup, c'est énormément de travail dans les deux cas, mais qu'en plus de ça, notre travail d'artiste nous demande encore plus d'avoir une introspection. Et donc oui, c'est hyper important d'avoir conscience que ça va chambouler beaucoup de choses. Ouais. Bah, du coup, c'est marrant parce que t'as déjà un petit peu répondu à ma question d'après, qui était, du coup, c'est quoi pour toi la vie d'artiste ? Qu'est-ce que c'est que ma vie d'artiste ? La vie d'artiste, pour moi, c'est une vie où on a l'impression que ça va être chill et que ça va être... je peux me réveiller à l'heure que je veux et je peux travailler toute la nuit si je veux et m'enfermer pendant 3 semaines et voir personne et travailler à fond ou même pendant un mois juste m'inspirer et rien vouloir produire absolument mais m'inspirer, voilà. C'est un peu de ça, mais je pense que c'est aussi un gros travail d'organisation perso et de discipline personnelle. Parce que... mais c'est pas que le travail d'artiste, c'est le travail de l'entrepreneuriat en général, quand on n'a pas de patron. C'est savoir se dire, demain, je me réveille à 8h30, à 9h, je me mets à travailler, à 12h30, je fais une pause, à 13h, je m'y remets, et jusqu'à 18h, et je fais une vraie journée de travail pour bien avancer sur ci, sur ça. Il faut savoir que pendant longtemps, vous allez être votre propre secrétaire, votre propre comptable, votre propre personne qui vous tape derrière l'épaule pour dire c'est bien, t'as fait un bon travail aujourd'hui. Voilà, donc c'est une vie de solitaire, mais c'est une vie de solitaire heureux qui choisit les personnes avec qui il va faire un bout de chemin artistique en partie. Et donc voilà, la vie d'artiste, c'est une vie d'organisation pour pouvoir kiffer sa liberté. Voilà. C'est chouette. C'est marrant au final que tu parles de ce côté très entrepreneur, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mythes autour de... C'est un peu ce que je disais en intro, c'est qu'il y a beaucoup de mythes autour de ce métier d'artiste, en fait. C'est un truc assez fou, tourmenté, très lent, très langoureux et tout ça, alors qu'en fait, dans la réalité, effectivement, c'est plus une sorte... C'est un entrepreneuriat où le produit, c'est un peu toi-même, quoi. Donc, c'est assez marrant, ce que tu dis. Oui, c'est ça. Il faut apprendre à te vendre, il faut apprendre plein de choses que t'aurais pas du tout pensé. C'est en ça que je disais, il faut être prêt à apprendre, en fait. Il faut apprendre à apprendre. Yes. Et j'avais parlé à une cousine éloignée qui est banquière et qui n'est pas du tout dans le même monde que moi. Et quand je lui ai dit que j'étais artiste et que
j'écris, je suis voix off, comédienne, chanteuse. Enfin, voilà, j'ai essayé de lui dire très rapidement ce que je faisais avec des mots assez simples parce qu'elle n'est pas du tout du métier, encore une fois. Rien que voix off, elle savait pas ce que c'était, par exemple. Donc c'est des mondes assez différents. Et elle était très enjouée par le fait que la vie d'artiste, c'est trop génial, ça fait rêver, oh là là, c'est la liberté, tu fais ce que tu veux et tout. Oui, tu fais ce que tu veux, mais il faut assurer tes arrières, il faut t'organiser, il faut avoir confiance en toi aussi et te dire, et croire en toi, et croire au fait que si aujourd'hui c'est un peu relou, et si aujourd'hui t'as pas gagné grand chose, et si aujourd'hui t'as pas beaucoup avancé, c'est ok. Justement, si les jours où tu produis pas, c'est des jours où tu t'inspires, et les jours où tu t'inspires pas, c'est des jours où tu produis, et il y a des jours où tu fais rien, et c'est ok. Et voilà, il faut accepter les dents de scie. Yes. Et du coup, par rapport à ça, c'est quelque chose, tu en parlais par rapport à ta cousine éloignée, mais c'est quelque chose que je trouve revient régulièrement, c'est un peu cette incompréhension des gens par rapport à notre travail. Alors qu'au final, voilà, ça reste un travail, mais qui est un peu difficile à expliquer. Donc comment est-ce que tu fais, toi, pour expliquer ce que tu fais à tes proches, à des gens qui, au final, viennent pas du même monde? Je vais prendre l'exemple de ma grand-mère parce que c'est une immigrée italienne qui a travaillé depuis ses 8 ans et qui, elle, le domaine de l'art n'est pas du tout pareil, pas du tout son monde, mais qui comprend, qui est contente pour moi et qui veut juste savoir si je vais pouvoir remplir le frigo. En fait, c'est des craintes tout à fait normales de personnes qui ont vécu la guerre et qui ont eu faim, en fait. Mais donc ouais, moi quand j'explique ce que je fais, je dis que je fais les voix des pubs, les voix dont on voit pas le visage du coup à la télé. Je dis que je travaille avec des radios, voilà, enfin je leur explique plus dans le concret ce que je fais, plutôt que de leur dire je suis chanteuse, comédienne, voix off, parce que ça veut tout et rien dire pour eux. Chanteuse, ils vont juste dire elle a une belle voix, alors que non. Une chanteuse a une belle voix, j'imagine, mais c'est tellement plein d'autres choses. Voilà, donc c'est de l'entrepreneuriat artistique. Comment l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, c'est un peu délicat, mais oui, je leur explique dans le concret. Je leur explique les dernières choses que j'ai fait. Je leur dis, là par exemple, je leur ai parlé du podcast. Et elle était très contente de ça, mais sa première question c'était mais du coup ça rémunère ou pas? Je lui ai dit on verra. Justement, ça crée une super transition avec ma question d'après, parce que justement on dit souvent que faire de l'art son métier c'est pas facile, c'est une vraie galère. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi je pense que j'ai eu énormément de chance. Moi, pour pouvoir me lancer dans ce milieu-là, j'ai eu des parents qui étaient derrière moi et qui m'ont beaucoup aidée. J'ai tout de suite trouvé une école qui m'a beaucoup plu, et je me suis entourée de gens qui étaient chauds et qui avaient envie de faire des choses. Voilà, donc c'est une galère si tu... Ouais, je sais pas trop comment répondre. Oui, je pense que tout métier peut être une galère si tu ne l'aimes pas, en fait. Parce que si tu aimes vraiment les métiers d'artiste, etc., si c'est trop une galère, c'est ma vision, hein. Attention, il y a plein de gens autour de moi qui galèrent et qui pourtant, je crois en eux et ça va marcher à un moment et tout, mais moi je crois que si tu galères de trop, c'est que c'est peut-être pas fait pour toi. Par exemple, le monde du théâtre pur, j'en suis sortie parce que je me sentais plus à ma place, parce que ça devenait une galère, ça devenait une contrainte et une obligation de faire quelque chose, d'apprendre mes textes, etc. Alors que j'en avais plus envie au fond de moi.
Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Encore une fois, si y a des gens qui nous écoutent et qui sont en galère, ne lâchez pas parce qu'il y a toujours de la place pour tout le monde. Que je suis persuadée que c'est parce qu'on nous a toujours appris un schéma de pensée bien défini de tu vas à l'école, puis tu passes tes diplômes et après t'as un travail, que du coup on a l'impression que l'art ça va tout de suite être une galère pendant 5-10 ans, qu'on va manger des pâtes et qu'on va dormir un peu sur les canapés des copains par-ci par-là. Dans l'idée, c'est une organisation et c'est un planning financier et quelque chose de tenu à avoir si vraiment c'est ric-rac pour vous financièrement. Mais il est toujours possible de travailler le matin où j'ai gardé des enfants et puis pendant que je les gardais au parc, j'apprenais mes textes et je répondais à des annonces de casting et voilà, il y a toujours moyen de s'organiser. Ouais, bien sûr. J'avais fait une formation comédien qui était géniale, qui s'appelle l'école d'été et qui est en Haute-Loire. Et c'est Alexandre Del Perugia qui a acheté cette magnifique baraque il y a 20 ou 30 ans, qui l'a rénovée peu à peu et qui s'est dit ça va être une antre aux artistes. On va ramener plein de copains artistes, ils vont tous créer plein de choses, et voilà. Et du coup, il y avait des formations qui étaient proposées. Et il nous a montré... Il y a eu un moment où il y avait une fille qui disait « Moi, j'y arrive pas. Moi, je galère trop en tant qu'artiste. Elle habite dans la Cambrousse. Donc, elle peut pas financièrement aller habiter en ville. Et pourtant, elle s'acharne, elle fait son spectacle. Là, elle est en train de faire son seul en scène. Voilà, ça avance pour elle, mais il faut une niaque beaucoup plus élevée et beaucoup plus importante et dense que les autres qui sont des fils d'eux ou qui ont déjà un appartement tout frais payé ou quoi. Moi, je pense que tout le monde a sa légitimité à rentrer et que si t'as galéré, ça veut dire que t'as plus appris plus vite que les autres. Donc, il y a toujours du bon à prendre dans la galère. Il y a toujours du bon à choper, de l'inspiration, des trucs que tu peux écrire, que tu peux jouer, que tu peux... peu importe quelle est ton activité artistique, il y a toujours... prends le temps de digérer ce qui vient de t'arriver et tu verras que dans quelques mois, tu vas avoir de l'inspiration qui va en venir et tu vas avoir grandi de tout ça. Donc si c'est facile... Oui, c'est ce que... De quoi ? Pardon. Ouais, non, mais c'est ce que disent les stand-uppers, en fait. Il y en a beaucoup qui disent, mais en fait, moi, si je suis sur scène, c'est notamment parce que je suis dépressif. Oui. Et que du coup, grâce de ma dépression, c'est ça qui vient aussi... de ma dépression, de mon état un peu constant dépressif, du coup, c'est ça qui vient me donner de l'inspiration. Donc, effectivement, ça... Oui, clairement. Ouais, c'est nourris-toi et il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Et si tu prends tout ce qui t'arrive mal, si tu le prends comme encore une galère et c'est quand la prochaine, tu vas te bloquer dans un cercle vicieux de toute façon c'est une galère, j'y arriverai pas, c'est une galère. Donc après, je parle avec beaucoup de pincettes et j'essaye d'énerver personne parce que ma foi, j'ai galéré, mais j'ai eu quand même énormément de chance et je suis pleine de gratitude envers mes parents et envers les gens qui m'ont aidée, etc. Mais je pense à cette fille-là qui du coup, c'est ça que j'étais en train de dire sur la formation. Et du coup, Alexandre Del Perugia nous a fait prendre notre petit calepin et nous a fait dessiner un cercle d'une horloge et l'a fait découper en ce qu'on utilise normalement pour travailler. Donc, mettons, de 9h à 17h ou 18h. Ça, c'est une journée normale de travail. Et en fait, il t'apprenait que... En fait, il y a 24 heures dans une journée. Et qu'il y a des t-shirts et des phrases Facebook qui disent t'as les mêmes 24 heures dans une journée que Beyoncé. Et donc c'est ce que t'en fais qui est important.
Voilà, c'est un peu clicheton, mais dans l'idée, ça marche parce que effectivement, personne dit qu'on est obligé de se lever à 8h30, de travailler à 9h, travailler jusqu'à 18h, et puis à 19h, tu bois une bière ou tu fêtes ta journée ou tu regardes un épisode de série et tu vas te coucher. Voilà, si t'as la chance de pouvoir avoir le rythme de sommeil que tu veux, ou de pouvoir travailler, je sais pas, les matins dans une épicerie, et en fait, tu fais une petite sieste en début d'après-midi, et après, tu travailles jusqu'à 23h, mettons, fais-le. Si c'est ton rythme, et que t'arrives à créer comme ça, en fait, le tout, c'est pour ça que c'est une galère, c'est parce qu'on en revient à s'écouter et à apprendre sur soi. C'est parce que tu vas aussi apprendre que l'école te propose un planning carré qui te convient pas forcément quand t'es seul, en fait, et c'est ok. Tu vas continuer les premiers mois, quand tu sors d'école, tu vas essayer de continuer un peu avec le même rythme, puis après, tu vas apprendre au fur et à mesure que toi, tes moments d'inspiration, ils sont de 19h à 22h30, ou que, pour mon cas, c'est vers 1h30, 2h du matin. C'est ok aussi. Tu te couches un peu plus tard, tu te lèves un peu plus tard, et puis bon, c'est pas... faut juste apprendre à t'écouter et à être dans un... Oui, voilà. Faut juste apprendre à t'écouter et à savoir quel rythme te convient, et c'est quand t'auras compris ton rythme que du coup ton sommeil sera plus réparateur, que tes moments de création seront plus intenses parce que plus à l'écoute de ton rythme, et que du coup tu vas pouvoir... Ouais, c'est un cercle vertueux. Au bout d'un moment, tu vas t'écouter, donc du coup ton corps te renvoie des choses cool, et parce que tu renvoies des choses cool, tu t'écoutes encore plus, et voilà, il y a plein de choses chouettes qui arrivent. Ok. Donc en fait, au final, la galère, selon toi, c'est surtout connecté au fait que, bah voilà, connais-toi toi-même, et c'est pas facile d'apprendre à se comprendre et de se connaître, et que du coup, c'est plutôt ça qui vient créer une galère, c'est en fait tout ce procédé jusqu'à réussir à se comprendre, à se connaître, à comprendre son rythme et tout ça, et donc c'est plutôt ça la galère. Pour moi, oui. Après, il y a d'autres galères dans le domaine des contacts, des rencontres, est-ce que j'ai été prise ou pas à ce casting, est-ce que je vais pouvoir faire des sous ou pas, voilà, ça c'est un autre pan de galère, mais dans la première étape, je conseille vraiment de se poser et de prendre des notes, simplement, sur ce que t'aimes faire et à quelle heure. Et t'écouter. En fait, il y aura plein de choses qui vont arriver de cool à partir du moment où tu te diras, même si en après-midi, t'as envie d'arrêter de travailler et de te mettre à apprendre la guitare, apprends la guitare. Si tu le peux, en tout cas, écoute-toi. Parce qu'il y a plein de choses chouettes qui vont en découler, et peut-être que tu vas vouloir faire un seul en scène, un spectacle où tu joues à la guitare et tu racontes ta vie avec la guitare, et ça va faire des millions d'entrées, et puis voilà. Et je te le souhaite. Donc oui, c'est un réapprentissage de soi-même. C'est surtout l'effet sortie d'école qui a une vraie claque, et qui peut être un tremplin de fou pour plein de gens, comme ça peut être un fond du gouffre, je suis pas sûre de l'expression, mais ça peut être une vraie claque dure pour plein d'autres personnes, parce qu'il y a plus personne qui te tient la main, mais en même temps, c'est trop chouette, parce que du coup, tu peux te tenir la main tout seul, et il y a plein d'autres choses qui peuvent venir, d'inspiration, de création, à plein de niveaux, qu'en école, ce serait jamais arrivé, parce qu'on te disait quoi faire, quand le faire. Voilà. Donc c'était pas vraiment toi, c'était pas ton full potentiel d'artiste, quoi. Ok, et c'était quoi du coup ton rapport avec l'école ? Qu'est-ce que t'en as tiré ? Alors de l'école de théâtre que j'ai fait, j'en ai tiré une expérience de fou, parce que c'était enfin. Après, ça faisait des années que je voulais faire ça et que je savais ce que je voulais faire, donc
Depuis que j'étais en 5e, j'ai su ce que je voulais faire et j'ai attendu de passer mon bac. Bac L, j'avais prévu pour pouvoir faire des études après de théâtre et cinéma. Et voilà, c'était tout prévu dans ma tête. Donc moi, j'avais plus hâte d'y être. Et une fois que j'y ai été, j'étais très très excitée et j'avais du mal à canaliser mon énergie. Donc la première année, j'ai appris énormément, mais j'arrivais pas à me concentrer parce que j'étais trop contente d'être là, en fait. J'avais l'impression d'être dans ma passion que j'ai attendue depuis des années et enfin je peux y être. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vécu l'école et qu'au fur et à mesure, les gens ont grandi, les gens ont eu des projets à droite à gauche et tout. Et qu'au bout d'un moment, je me suis sentie être enfermée dans ce truc-là. Mais moi, c'était plus du domaine des relations sociales et du fait de rester 3 ans avec les mêmes personnes. C'est trop chouette, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent, mais en même temps, c'est quand même travailler 3 ans sur plein de projets différents, avec des personnalités bien trempées, parce que c'est des comédiens, donc encore une fois... On nous apprend à nous écouter, on nous apprend à avoir une forte personnalité, entre guillemets, et à être un peu des grandes gueules, et voilà, c'est très clicheton, hein, mais en tout cas, les personnes qui m'entouraient, c'était beaucoup d'hypersensibles, donc on est de la même team, mais en plus, des gens qui avaient énormément une façade de on me dit de faire ça, donc je le fais, et il faut que je sois le meilleur. Voilà, au bout d'un moment, j'ai ressenti un petit peu de compétition, un petit peu de lassitude d'être avec les mêmes personnes pendant des années. Mais ça, c'est l'école en général, et surtout l'école de comédien où tu joues tout le temps avec les mêmes personnes. Moi, j'aurais adoré pouvoir être mélangée à d'autres personnes et faire venir des gens d'autres écoles, par exemple, et faire des projets tous ensemble. Ça aurait été vraiment chouette. Je l'ai fait par la suite avec des courts-métrages, voilà. Mais effectivement, ouais, l'école, ça peut être un gros chamboulement positif, comme une remise en question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est vraiment ça que je suis, que je veux faire, qui me plaît. Parce que c'est très sélectif. Et moi, j'étais dans une école où ils nous ont acceptés avec le chèque, en soi. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu, parce que il y avait des gens, j'ai eu beaucoup de chance, il y avait des gens qui étaient passionnés, qui étaient talentueux, etc. Mais il y avait quelques loustiques où on se disait, mais pourquoi t'es là ? Pourquoi tu t'infliges ça, en fait ? Est-ce que t'as vraiment envie d'être là, ou est-ce que c'est juste parce que papa, maman, ils avaient des sous à mettre et que t'as pu te le permettre, donc tu l'as fait. Voilà, et c'était une autre vision, moins de gratitude et plus de nonchalance et plus on a encore un texte à apprendre. Et voilà, alors que moi j'étais trop contente d'être là et je comprenais pas qu'ils aient cette vision-là de notre art, parce que encore une fois, on l'a voulu, quoi. On a fait le concours, on est passé, on a payé, on est là tous les matins. Voilà. Donc l'école, il faut en tirer que le meilleur. S'il y a des gens que t'as plus envie de voir et avec qui t'as pas envie de travailler, tant pis, qu'ils aient une belle vie plus loin. Mais il y a plein de gens qui vont rester autour de vous, qui vont proposer des projets par-ci par-là. Voilà, c'est avant tout, attention, phrase cliché, c'est avant tout une aventure humaine. Donc c'est forcément, ça prend le meilleur de chacun au début, puis après ça prend le pire de chacun dans la fatigue, dans le travail, qui est rigoureux, qui se sort vraiment les doigts, qui a envie, en fait, qui veut faire des choses. Donc ouais, ça trille, en fait. L'école ça trille. Ouais. Je sais pas comment tu le ressens, toi, par rapport aux Beaux-Arts. Waouh, je pense que je pourrais faire tout un podcast juste sur ce que je pense des Beaux-Arts.
Non, en soi, je suis d'accord avec toi que avant tout, c'est une aventure humaine. Ça, c'est sûr. Pour moi, les personnes que j'ai rencontrées aux Beaux-Arts, c'est des personnes avec qui, aujourd'hui, il y en a avec qui je travaille toujours. Certains sont devenus, ouais, mais des amis très très proches, tout ça. Moi, en soi, les personnes que j'ai rencontrées aux Beaux-Arts, enfin, il y a énormément de gens que je tiendrai toute ma vie dans mon cœur, vu qu'on a passé des moments très durs ensemble. Comme tu disais, Ouais. c'est l'expérience vraiment de ce truc-là, d'aller chercher au plus profond de soi-même, de vraiment toujours pousser en fait pour se découvrir, pour ouvrir des portes que t'as pas des fois envie d'ouvrir, et qui en fait voilà, il y a des enseignants, enfin c'est pas des enseignants, c'est des sortes de profs qui sont pas vraiment des profs, mais qui sont là pour venir te titiller en fait. Ouais, des intervenants, voilà, c'est ça. C'est vraiment le terme d'intervenant qui est juste, je trouve, pour les beaux-arts. Après, moi, j'avoue que j'ai eu du mal avec cette institution, parce que moi, du coup, c'est une école publique qui descend d'une famille, enfin, qui descend d'une histoire assez traditionnelle, académique, institutionnelle en fait. Donc, Ouais. donc il y a eu pas mal de choses avec lesquelles j'étais en désaccord en fait avec l'institution. Donc, même si en soi, ce qui était génial en fait pour moi, ce que je retiens de l'école, c'est surtout bah, déjà d'avoir accès à des gens qui sont comme toi, dans une volonté de se développer, d'aller chercher au plus profond d'eux pour qui ils sont. Et puis bah, les ateliers moi, auxquels j'avais accès, parce que voilà, on avait atelier bois, métal, céramique, studio photo, Mm. enfin vraiment tous les médiums possibles pour expérimenter, et encore une fois venir développer bah, qui tu es dans ta pratique et tout ce genre de trucs. Donc l'école, c'était une infrastructure qui était absolument incroyable. Après, voilà, malheureusement, je me suis pas du tout bien entendue avec les intervenants et avec la façon dont, avec le manque de pédagogie, disons, qu'il y avait là-dedans, parce que un peu à tort, comme on appelle ça une école, je pensais avoir des professeurs et de la pédagogie et de la bienveillance, là où au final, on avait des intervenants qui étaient là pour nous pousser, certains pour un peu nous formater, certains, il y en avait quelques bienveillants dans le lot, mais ça reste un lieu très politique, très politisé, mais dans le sens où il y a des intérêts plus gros que nous. Et en tant qu'étudiant, surtout en licence, parce que moi j'ai fait que ma licence aux Beaux-Arts, euh, pas encore assez formé, disons, pour que l'école voit un véritable intérêt en fait en nous. Ouais. L'école continue à nous former, mais on fait pas encore partie du cercle intéressant, disons, parce que comme tu dis, c'est aussi pour filtrer. Euh, et donc au final, bah, tous ceux qui finissent en master, c'est aussi des gens qui continuent leur master, c'est aussi des gens qui n'ont pas été filtrés, parce que c'est des personnes qui sont peut-être plus institutionnelles. Enfin, j'ai plein d'amis que je respecte beaucoup qui ont fait des masters aux Beaux-Arts, mais en tout cas, c'était des gens qui avaient peut-être un peu moins de soucis, justement, avec ce rapport institutionnel, quoi. Ouais. Là où moi ça m'a pas plu du tout, on va dire. Mais effectivement, moi, ça a quand même été super pour moi, parce que j'ai quand même eu 3 ans aux Beaux-Arts où, bah, alors oui, il y a des sujets, t'es obligé de suivre quand même un certain. T'es obligé de suivre certaines choses, on va dire, mais tu peux quand même aller expérimenter dans tous les types de médiums, dans tous les types d'activités, de trucs, et ça, pour le coup, ouais, ça, je trouve que c'est un terrain de jeu, en fait. Et malheureusement, quand j'étais dedans, j'étais vachement enfermée, et c'est devenu très anxiogène. Bah, comme tu disais, en fait, où tu commences à te dire, waouh, c'est génial, c'est un grand terrain de jeu. Mais c'est un terrain de jeu où en fait bah, tu grandis, t'arrives dedans, t'es tout petit, donc tu vois des couleurs, des formes énormes, des trucs, et puis quand tu grandis dans ce terrain, bah, de plus en plus, en tout cas moi je me sentais un peu Mm. contrainte quoi Ouais. Étriqué dans les règles. par ce terrain de jeu, étriqué dans les règles et tout ça, et donc ben au final bah, j'en suis sortie parce que ça devenait trop étriqué. Mais du coup c'est intéressant de voir ce parcours-là. Et cette analogie de petit enfant qui débarque dans ce grand terrain de jeu, puis l'enfant grandit en fait, et puis au bout d'un moment, bah t'as envie de te créer tes propres jeux à toi, quoi. T'as plus envie de jouer Mm. avec les jeux des autres. Oui, c'est ça. Ouais, c'est joli Donc ça. voilà. Oui, effectivement, et c'est tant mieux parce que du coup, ça veut dire que t'es mûr. Donc,
T'as grandi sur ton arbre et puis maintenant tu peux devenir une belle tarte aux pommes. Yes. Ouais, ça veut dire que t'as envie de plus. Donc t'as rencontré plein de gens, tu sais avec qui t'as envie de bosser et avec qui t'as plus envie de travailler du tout. Et puis tu prends tes contacts et puis tu fais ta vie de ton côté et tu rencontres plein d'autres gens qui, comme nous deux par exemple, on n'est pas du tout du même univers et pourtant on peut créer plein de choses ensemble. Et pourtant on n'a pas du tout les mêmes écoles, les mêmes passions, les mêmes volontés médias. À la base, les mêmes médias. Carrément. Très intéressant. Yes, et du coup, ce qui est du coup assez intéressant parce que du coup on est passé de l'école, on a commencé par l'école et là aujourd'hui j'ai envie de te poser aussi la question de est-ce que tu es militante dans la vraie vie et non pas dans l'école, ou en tout cas est-ce qu'il y a une cause, un message pour lequel tu te bats ou autour duquel tu travailles, ou en tout cas voilà des sujets de société qui te touchent particulièrement. Alors je considère pas mon art comme étant politisé. Okay. Je considère que tout art a sa légitimité. Et en soi, je crois pas que je veuille dire au premier degré dans mon art et dans ce que vous entendez de mes poèmes, de mes écrits et autres, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui veuille dire tout de suite. Le premier ressenti, c'est c'est quelque chose de politique ou quoi. Non. Moi, je crois que c'est ma vision de mon art, c'est fait. C'est justement si je le fais, c'est que tu peux le faire, c'est que elle peut le faire, c'est que tout le monde peut le faire et que il suffit encore une fois de s'organiser et de s'écouter et voilà. Moi je crois que c'est ça. Je crois que ma devise ce serait fais et tu verras après quoi. Sors-le de toi et après essaye de le moduler comme tu peux ou pas. Des fois c'est très bien comme ça sort. Mais moi je suis plus dans l'aspect qui est aussi politique dans l'idée parce que c'est patriarcal et c'est capitaliste et c'est tous ces mouvements de pensée là qu'on est en train de détruire peu à peu parce que tout le monde peut faire de l'art maintenant. T'as un téléphone, tu peux faire 1000 choses. Et si t'as la chance d'avoir un ordinateur, si t'as la chance d'avoir un micro, si t'as la chance d'avoir d'autres choses, tu peux faire encore plus. Mais rien qu'avec un téléphone, tu peux faire plein de choses. Et qui va te dire que tu ne peux pas les faire ? Personne, à part la petite voix dans ta tête, quoi. Donc moi, je pense que c'est ça mon combat, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser le mot combat, mais voilà. Yes. Et du coup, tu as déjà amplement répondu dans toutes ces questions, on va dire. Un peu comme mot de la fin, ça sert à quoi un artiste, un ou une artiste ? Ça en revient sur le débat de les non nécessaires pendant le Covid, etc. Non essentiels, pas les non nécessaires. Parce qu'on est nécessaire. On a notre place parce que le monde serait morose, le monde serait... S'il n'y avait pas d'artistes du tout, je suis dans une réalité parallèle, dans un multivers. Je crois que on saurait pas quoi faire en fin de journée, parce qu'il n'y aurait pas de série, il n'y aurait pas de théâtre à voir, il n'y aurait pas de musique à écouter, il n'y aurait pas d'expo à aller voir... Ça fermerait énormément de portes et on serait pas tout à fait humain, je crois. Parce que ça fait partie de nos sens. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais on a plus de 5 sens. On en a déjà au moins 6 de la proprioception, de notre capacité du coup à
à capter quand on a les yeux fermés que notre nez est bien au milieu du visage, voilà. Et il y a plein d'autres sens qui sont développés quand t'es un créatif en général, pas forcément un artiste reconnu, payé, qui en vit, etc. Parlons de création. Je crois que s'il y a plus de créatif, il y a plus d'essence de l'humain, quoi. Parce que c'est grâce à ça qu'on a créé plein de choses et qu'on s'est dit, tiens, si je mets ça avec ça, qu'est-ce que ça donne ? Et si je les chauffe à telle température, qu'est-ce que ça donne ? Et si je les peins dans telle couleur, qu'est-ce que ça donne ? C'est des curieux, en fait. Donc je pense que ça... Je sais pas si je réponds bien aux questions. Je crois que je bifurque à chaque fois et je digresse de fou. Non, mais c'est bien, vas-y, continue. Mais dans l'idée, ouais, c'est artiste égale créatif, égale curieux, égale quelqu'un qui s'écoute, en fait. Donc, en tout cas, avec ma sensibilité, encore une fois, d'hypersensible et de quelqu'un qui a toujours fait en fonction de ça, de sortir quelque chose de moi, en fait. On a tous eu, d'une façon ou d'une autre, un journal intime ou un petit calepin où on faisait des dessins ou que sais-je, des poupées et on faisait plein d'histoires voilà, c'était une façon ou d'une autre de sortir quelque chose de notre tête et de notre imaginaire. Donc quelqu'un qui s'écoute plus, c'est quelqu'un qui a oublié son âme d'enfant et qui voilà. Après tout le monde n'est pas créatif à la base. En tout cas, tout le monde se considère pas comme créatif à la base. Mais moi, je crois que tout le monde l'est étant petit. Je crois que j'ai, d'une façon ou d'une autre, où tu t'inspires en étant dans ton coin, en lisant des bouquins. J'ai eu des potes qui faisaient ça aux anniversaires, alors que tous les autres étaient en train de jouer dehors ou en train d'aider à faire les gâteaux ou peu importe. J'avais une copine qui partait dans sa chambre et qui lisait un bouquin de 600 pages. Elle lisait les 3/4 dans la journée parce qu'elle adorait ça, parce que c'était ça. C'était moi, ça. C'était sa façon d'être dans son monde et d'imaginer plein de choses et de se laisser aller à la création de son imaginaire en fonction des mots qu'elle lit et tout. Voilà, donc je crois que tout le monde a une âme de créatif d'une façon ou d'une autre et qu'il faut l'écouter. Même si t'en fais rien et que tu le vends pas et que voilà, tu t'en fous, tu fais. Voilà, on en revient à fais. Fais parce que sinon tu seras... Enfin, après, je parle vraiment avec ma vision. Moi, si je faisais pas, je serais malheureuse. Je saurais pas faire autrement que de créer, en fait. Je vois pas ma vie autrement que comme ça, donc forcément que elle est biaisée, enfin que mon avis est biaisé par ça, mais... Ça tombe bien, c'est à toi qu'on pose la question, donc... Oui, mais ce serait intéressant de demander à quelqu'un qui se considère comme pas du tout créatif. Ouais, c'est vrai. Qui lui, ou elle, ou peu importe, se voit comme quelqu'un de j'allais dire terre à terre, non, ça s'oppose pas forcément, mais... Pragmatique. Voilà, ce serait intéressant de voir son pragmatique, ouais, ce serait intéressant de voir son point de vue, de dire est-ce que comment tu fais pour relâcher la pression, est-ce que tu vas faire du sport, qu'est-ce que pendant que nous on crée, qu'est-ce que toi tu fais en fait. Ouais. Genre, ce serait intéressant de voir son point de vue et d'avoir sa vision de sa catharsis en fait. Comment est-ce que tu cries dans une bassine d'eau ? Comment tu fais ? Que fais-tu ? Ok. Et bon, bah écoute, j'ai plus de questions, à part peut-être, est-ce que tu as un petit mot pour la fin autour de ce métier-là, le métier de l'art ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire ? Est-ce que j'ai un petit mot pour la fin ? Si t'as une idée en tête depuis un moment, fais-la. Et si tu n'arrives pas à trouver la force, trouve des gens qui t'aideront à la trouver. Trop cool. Voilà.
Ok. Je crois que c'est ça. Et bah super, merci beaucoup Léa. Merci à toi. C'était chouette. Ouais, c'était trop cool. Ciao. Ciao. Vous venez d'écouter un épisode d'Hystériquement Vôtre. Et pour les petits chanceux comme vous qui avez écouté jusqu'à la fin, déjà on vous remercie beaucoup et on vous offre une petite surprise. Chantée par Léa Diane. Sweet creature, I don't know they'll talk about where it's going wrong, but we're still young. We don't know where we're going, but we know where we belong. Oh, we started two hearts in one home. It's hard when we argue. We both stubborn, I know. Oh, but oh, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, when I run out of road, you bring me home. Sweet creature, running through the garden, oh, where nothing bothers us, but we're still young. I always think about you, and now we don't speak enough. And oh, we started two hearts in one home. I know it's hard when we argue. We both stubborn, I know. But oh, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, when I run out of road, you bring me home. Oh, oh, oh. And oh, when we started too hard in one home, get hard when we argue. We both stubborn, I know. But oh, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, when I run out of road, you bring me home. You bring me home.